Dans leur décision de devenir indépendants financièrement, le couple Harry et Meghan renoncent à leur part de location royale, qui représente 5 de leurs revenus. Ils pourraient aussi abandonner une partie des fonds que leur donne le prince Charles. Regard ce soir sur la structure financière de la famille royale avec Patrick Taillon, professeur à la faculté de droit de l'Université Laval à Québec. Bonsoir, M. Taillon. Bonsoir. Alors, tout de go, je vous pose la question, très simplement, quels sont les revenus de la famille royale? Oui. D'abord, comme toute corporation, comme toute institution, il faut distinguer deux patrimoines. Il y a les deux corps du roi, si je peux dire. Donc, il y a le patrimoine de la couronne, qui est au fond synonyme ici du patrimoine de l'État. Puis il y a le patrimoine personnel qui appartient à l'individu. Le patrimoine de l'État, bien, la reine, quand elle meurt, elle ne peut pas le léguer, elle ne peut pas me léguer ses biens. Ces biens-là, ils restent propriété de l'État. Et dans le patrimoine privé, bien, il y a des biens qu'elle pourrait vous léguer, elle pourrait me les léguer ou les léguer à n'importe qui. Donc, dans le patrimoine de la couronne, le patrimoine de l'État, on parle d'à peu près une valeur de 15 milliards en dollars canadiens de biens. Et ce patrimoine est tellement vaste qu'on a même créé... Oui, on a même créé une société publique, là, un équivalent de la Caisse de dépôt et de placement, si vous voulez, une société de gestion publique avec un conseil d'administration pour faire fructifier le plus possible ce 15 milliards de dollars. Donc ce patrimoine génère des revenus. Oui, le 15 milliards approximatif génère annuellement des revenus de placement, des revenus immobiliers de toutes sortes. Et là-dessus, selon la générosité de l'économie, la générosité de ses placements, on va retenir 15 à 25 pour payer ce qu'on pourrait appeler le coût de fonctionnement de la famille royale britannique. Donc là-dedans, il y a des salaires à des employés, il y a des salaires aux membres de la famille, il y a des coûts, il y a du personnel, probablement autour de plus de 400 employés, de l'entretien, maintenir des châteaux dans un état habitable, etc., etc. Et le reste, donc au moins 75 des revenus générés par la société Crown Estate, la société d'État, l'équivalent de la Caisse de dépôt et de placement, va retourner dans le trésor public. Donc ça, c'est le volet patrimoine privé, dans lequel, avec le temps, il y a parfois des frontières difficiles entre ce qui est privé et public, mais disons que c'est le volet qu'on pourrait appeler plus patrimoine de la couronne. À ça s'ajoute, parce qu'évidemment, la famille royale, elle reçoit comme une forme de salaire dans tout ça. Ce salaire va dans leur patrimoine privé de personnes physiques. Et ce patrimoine privé-là, ben, c'est davantage à leur discrétion. Et là, on va retrouver dans ce patrimoine d'autres biens. Par exemple, le château de Balmoral. Mais ça, pour la reine, c'est pas un bien qui appartient au patrimoine de la couronne publique, là. C'est un patrimoine, c'est comme un appartement personnel. Elle pourrait le léguer à sa mort à qui elle veut. Il ne retourne pas dans le patrimoine de l'État. Donc, pour ces biens-là, c'est un peu plus compliqué à estimer, mais on peut penser que la génération d'Élisabeth II, son mari, le prince Charles, on parle d'à peu près des montants là, de l'ordre de plusieurs centaines de millions canadiens comme valeur de patrimoine. Puis pour la nouvelle génération, là, le prince William, le prince Harry, on est dans des patrimoines autour de quelques dizaines de millions de dollars canadiens. C'est un peu l'ordre de grandeur, si je peux dire. Et quand on parle, donc, on parle de patrimoine, on parle d'actifs publics, d'actifs privés. Exact. Et en marge de cela, à partir de cela, il y a des revenus de plusieurs millions de dollars qui sont versés à la reine, qui sont versés au prince Charles, qui sont versés au prince William et au prince Harry également. Oui, mais il y a une partie des revenus qui, dans le cas du patrimoine public, sont aussi reversés à l'État. Et c'est un peu normal qu'on ait une monarchie ou une république. Il y a dans ces biens, dans le volet plus public, il y a des châteaux. Si demain matin, les Britanniques abolissent la monarchie, on va quand même vouloir générer des revenus avec ces châteaux et on va quand même vouloir les entretenir. Oui. Donc, c'est ça qui est très, très difficile, c'est de séparer vraiment le privé puis le public dans un tel régime. Il y a pas mal de dépenses aussi, il faut dire, qui sont associées aux activités de la famille royale. Oui, toute forme d'institution génère des dépenses, qu'on a un régime présidentiel ou un régime monarchique, mais c'est clair qu'il y a une espèce de luxe qui accompagne la famille royale, ne serait-ce que parce qu'on veut que les châteaux, dans bien des cas, restent des résidences habitables. Et donc, il y a un certain coût qui entoure tout ça.
Il y a un coût en termes de personnel aussi qui entoure la monarchie, donc personnel d'entretien, de service, mais aussi de l'expertise en communication, des conseillers politiques, des aides de toutes sortes. Donc ça, c'est beaucoup de dépenses. De la représentation, des œuvres de charité, mais aussi des missions à l'étranger qui parfois sont en partie payées par les pays que l'on visite et parfois sont payées par le Trésor britannique. Les contribuables britanniques paient aussi pour les activités officielles de la reine. Bien, une partie les biens de l'État et les biens de la famille royale dans son volet, les biens de la couronne, c'est un peu la même chose. C'est le même patrimoine. Mais donc, est-ce qu'il y a une part d'impôt? Ce que je veux dire, c'est que sur les impôts que les Britanniques paient, est-ce qu'il y a une petite part où ça va à la famille royale? Ma compréhension, c'est que le 15 à 25 généré par la société qui gère le patrimoine oui. Suffit à payer la vaste majorité des frais. Bon, après, on essaie parfois de faire une équivalence. Là, il y a des gens qui mentionnent un coût qui serait quelques centimes en dollars canadiens, à peu près $1 canadien par habitant. Mais ça devient compliqué parce que les revenus sont générés à partir de biens qui appartiennent à l'État britannique. Une partie sont détournés vers les activités de la famille royale, puis le reste dans le trésor public. Il nous reste une minute. Quels sont les revenus que conserveront Harry et Meghan s'ils renoncent d'une part à leur revenu public patrimoine de la couronne et qu'ils déménagent au Canada? Alors, ils renoncent à ce qui représentait pour eux 5 de leurs revenus qui venaient du volet public. Par contre, le prince Charles a un duché qui lui appartient, qui génère l'essentiel des revenus de cette génération-là, du prince Harry et du prince William. Ça, il voudrait en conserver une part, c'est pas encore résolu. Ensuite de ça, ils veulent gagner leur vie à leur manière. Donc, on peut penser qu'ils vont commencer à chercher à générer des revenus à partir de leur nom, leur marque, leurs activités. Et à partir de ça, ils vont se constituer leur patrimoine à eux. Et là, se pose la question fondamentale pour nous ici, payeurs de taxes au Québec et au Canada, qui va payer pour leur sécurité durant la partie de l'année où ils vont résider au Canada. Alors, on attend la réponse à cela prochainement. Patrick Taillon, merci beaucoup. C'était très clair. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.